Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bienvenue sur la saison 4 de Veto Micro, le podcast numéro 1 de la profession veto. Parce qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire, nous donnons la parole à celles et ceux qui font vivre nos métiers au quotidien. En nous partageant leur parcours professionnel, ils interrogent leurs choix, leurs ambitions et leurs doutes. Au travers de leurs histoires et de leur rapport au vivant, ils questionnent aussi l'avenir de notre profession. Nous sommes Colline, Annabelle, Sophie et Marine, 4 vétérinaires multicasquettes, et chaque semaine, nous vous emmenons à la rencontre de consoeurs et confrères aux parcours multiples, inspirants et parfois inattendus. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Alors bonjour à tous et bonjour à toutes. On est très heureux d'accueillir aujourd'hui une vétérinaire un peu particulière. Alors pour planter le décor, imaginez-vous une véto qui démarre sa journée au lever du soleil, un petit café à la main, avant de filer sur les routes de Seine-et-Marne pour soigner des chevaux. Quelques heures plus tard, la même enfile son uniforme de capitaine des sapeurs-pompiers pour intervenir sur une urgence. Et le week-end, vous la retrouvez sur les terrains de concours, à cheval ou en bord de piste aux côtés de sa fille voltigeuse. Alors cette femme, c'est Julie Gage, vétérinaire équin passionné, pompier engagé, cavalière et maman à temps plein. Bienvenue Julie. Merci Annabelle. Alors depuis les mandales forts jusqu'au terrain de cross des Jeux Olympiques, tu vas nous raconter ton quotidien de véto itinérante, les émotions des interventions de secours avec les chevaux et cet équilibre un peu fragile entre passion, famille et engagement. Une vie bien remplie, menée avec beaucoup d'humour et surtout une bonne dose d'énergie. Tu nous donneras ton secret. Dans cet épisode, vous l'avez compris, on va parler de chevaux, de feu, de courage et surtout d'amour du métier. Est-ce que tu es prête ? Oui, je suis prête. Super, alors allons-y. Quand on regarde ton parcours, on a l'impression que tu n'as jamais vraiment ralenti depuis ta sortie d'Alfort. Est-ce que c'était déjà ton tempérament à l'époque ou enfant ? Est-ce que tu as toujours été aussi dynamique ? Oui, je crois que je suis assez dynamique et finalement, je trouve que ça s'accélère au fil des années. Ah. Plus je vieillis, plus j'ai envie d'en faire. Et même quand j'étais petite, en fait, j'ai l'impression que je me mettais des freins qui n'existaient pas dans plein d'aspects de ma vie. Et finalement, avec l'expérience, l'âge avançant, ces freins se lèvent et du coup, ça me donne plein d'énergie et plein d'envie pour entreprendre et réaliser plein de projets. Donc, c'est un peu ça le moteur de ma vie en ce moment. C'est super, tu as déjà des journées bien remplies, mais je doute pas que tu aies plein d'idées pour continuer de les remplir. Qu'est-ce qui t'a donné envie à la base de devenir vétérinaire et est-ce que les chevaux, ça a toujours été une évidence ou c'est un choix qui s'est dessiné plus tard ? Les chevaux, ça s'est dessiné plus tard. En fait, moi, je viens d'une famille mixte, c'est-à-dire que mes grands-parents maternels étaient éleveurs dans le Cantal. Mais éleveurs, c'était la préhistoire de l'agriculture en vrai, parce que ils avaient quelques vaches, quelques animaux de ferme. Mon grand-père, il trayait les vaches à la main. Ah oui. Donc c'était vraiment à l'ancienne mode, quoi. D'accord. Et donc je passais toutes mes vacances là-bas. Donc c'est vrai que je pense que j'ai été baignée dans le milieu animal et dans le milieu agricole. Alors même si c'était que pendant les vacances scolaires, mais j'y allais très souvent et ça faisait partie de ma vie et de ma culture. Et je passais tous mes mercredis après-midi chez mes grands-parents paternels qui eux vivaient à Paris parce que moi je vivais à Paris à l'époque et eux ils m'ont donné plutôt le goût des études, le goût de la réflexion. On passait nos après-midi à faire des petits bacs, à jouer au Scrabble. C'était vraiment en fait j'ai eu la double culture de faire des études et me dédier aux animaux. Et donc, je pense que ça s'est imposé comme ça, naturellement. Donc, j'ai toujours dit, comme à peu près, je pense, tous les vétérinaires, Presque, mais pas tous. que je voulais être vétérinaire plus tard. Et ça s'est fait comme ça. Les chevaux, c'est venu après parce qu'en fait, je viens pas du tout d'une famille où on monte à cheval. Tu n'étais pas cavalière enfant? Non, alors mes parents m'emmenaient faire des tours de poney au jardin d'acclimatation. D'accord. Le week-end. Et en fait, j'ai fait de l'équitation quand même plus tard, plutôt pendant l'adolescence. Et c'était pareil, c'était des vacances, c'était des colonies de vacances équestres. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais ça a déterminé, ces colonies de vacances équestres, elles ont déterminé mon avenir professionnel. Je te raconterai ça. Excellent. Et donc c'est venu un petit peu plus tard. Quand je suis rentrée à l'école, pour moi, je me suis dit, je vais soigner
je vais faire de la rurale, quoi. Et puis assez vite, j'ai dit non, en fait, ce sera de l'équine. D'accord, super. Donc, t'es sortie d'Alfort en 2007. Oui. T'as fait tout de suite un internat. Est-ce qu'il y a des choses particulières qui t'ont marqué pendant tes années d'école? Moi, j'ai adoré l'internat. Ouais. L'internat à Alfort, parce qu'on était une super équipe d'internes. Et pour moi, c'était vraiment le moment d'engranger un maximum d'expérience, de rencontrer un maximum de cas pour être prête à travailler. Parce que j'avais conscience, en équine, à mon époque, on était très bien formés d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue pratique, il fallait profiter justement de cette année d'internat. Donc l'objectif, c'était vraiment d'en voir un maximum en médecine, en chirurgie, en locaux, au CIRAL. C'était incroyable. Moi, j'ai vraiment adoré. Ça a été mon année préférée, mais ça a été très intense. C'est hyper fatigant un internat, mais pour moi, c'était le moment d'engranger un maximum de connaissances et d'expérience pour être autonome tout de suite après sur le terrain. Plutôt studieux, quoi. Oui. T'avais fait des stages avant dans des cliniques ou dans des structures équines, hospé ou pas du tout? Ouais, justement, j'ai fait à peu près tous les ans un stage à Bailly Vétérinaire. Ah, on en reparlera. Exactement, là où je travaille toujours. Et en fait, je te disais que les colonies de vacances ont un peu déterminé ma vie professionnelle, mais à l'époque, je fréquentais la même colonie de vacances équestre qu'Anthony Siegel. D'accord. Qui est un des associés de Bailly Vétérinaire. Et finalement, quand je suis rentrée à l'école, j'ai appris que Anthony était lui aussi vétérinaire. Donc, je lui ai envoyé un courrier manuscrit à l'époque en disant, écoute, je pense que tu vois pas du tout qui je suis. Mais je tente ma chance. Je viens de rentrer à l'école véto. Et puis, un mois après, il m'a appelé en disant, mais bien sûr, je me souviens de toi. Quand est-ce que tu viens en stage? Et en fait, j'ai jalonné toute ma scolarité de stage chez Bailly. Et en fait, ça a contribué à ma formation, ça a contribué à mon intégration dans la clientèle. Parce qu'en fait, j'ai travaillé à Bailly directement à ma sortie d'internat. Et en fait, tous les clients me connaissaient déjà parce que je traînais là-bas depuis des années. Bien sûr. Mais t'as pas fait du tout d'autres stages dans d'autres thématiques, d'autres pans de la médecine véto qui auraient pu te faire changer d'avis ou qui auraient pu te plaire? J'ai fait les stages obligatoires. Ouais. Mais pas de révélation. Non. Plutôt une confirmation. C'est déjà bien. Oui. Ok, super. Ça, c'est sympa. Donc, du coup, tes débuts chez Bailly Vétérinaire ont été à la fois précoces et à la fois rapides. Oui. Tu te souviens de tes premières semaines sur le terrain en solo et tu t'es sentie super à l'aise du coup, puisque tu avais déjà fait tous ces stages ou tu étais quand même un petit peu stressée? J'étais super stressée. En vrai, j'ai commencé les week-ends de garde pendant mon internat. C'est-à-dire que les rares week-ends que tu avais de libre. Exactement. Ah oui. J'allais bosser là-bas. En vrai, j'étais super stressée. Je voulais absolument que tout se passe bien et je me disais mais c'est incroyable, ils me font confiance, ils me laissent une voiture, la clientèle et vas-y. Est-ce que tu avais un soutien, un backup, un peu d'accompagnement? Ouais, ils étaient hyper, ils le sont toujours, hyper disponibles au téléphone pour m'aider. Mais c'est vrai que je sais pas si je pense pas que les clients le ressentaient. Mais j'étais méga stressée, quoi. Je me disais, sur la route, en fait, j'en profitais pour faire tout le diagnostic différentiel possible. Je leur posais un max de questions avant d'arriver. Et j'étais, je me mettais une grosse pression parce que je voulais que ça se passe bien. Je voulais pas faire d'erreur. Je voulais passer à côté d'aucun symptôme. Oui, c'est toujours c'est ça. Un petit peu stressant. En plus, t'avais pas fini l'internat, donc peut-être tu te sentais pas assez armée. C'est ça, exactement. Ouais. Exactement, je trouve que en travaillant avec des jeunes vétos, je trouve qu'ils sont beaucoup plus formés, ils sont vraiment beaucoup plus armés que nous à l'époque. Je trouve que c'est génial qu'il y ait une... T'as l'impression aujourd'hui qu'ils sont mieux armés avec le même nombre d'années, le même cursus? Oui. Nous, on était très verts en sortant de l'école. En pratique. Ouais. Et je trouve ça vraiment très chouette que ça évolue en ce sens-là. Après, le terrain nous forme beaucoup. Le terrain, c'est la suite de notre formation et c'est ce qui nous permet ensuite de progresser, ça c'est évident. Oui, on peut pas remplacer l'expérience. Non. De toute façon, il faut l'acquérir. Ouais.
Mais oui, ouais, c'était, enfin, pour moi, ça devait quand même une chance de pouvoir démarrer tout de suite. Je pense qu'il n'y ait pas eu d'intervalle entre la fin de mon internat et le fait de pouvoir travailler, parce que à mon époque, c'était pas si évident que ça de trouver du boulot en équine. Hein. Enfin, il fallait. À l'époque, moi, j'étais en couple avec le père de ma fille, donc qui était installé en Seine-et-Marne. Donc pour moi, c'était vraiment vital entre guillemets que je trouve du travail dans cette zone. Exactement. Donc, ce qui te tombait plutôt bien vu que tu avais ouais. quand même fait des stages, etc. Mais rien ne te garantissait qu'ils auraient une place pour toi à ta sortie. Exactement. Je me suis un peu imposée, quoi. A priori, c'est un choix qui est unanimement accepté vu la longévité de votre collaboration. Oui. Du coup, la vie du veto-équin itinérant, c'est quand même beaucoup de routes, des imprévus, des horaires de malade. Oui. Qu'est-ce qui te fait tenir? La passion. Toujours intacte au bout d'autant d'années. Ouais. Moi, j'adore ça. C'est sûr que c'est fatigant. L'hiver, c'est compliqué. Rentrer dans l'hiver, c'est compliqué. Après, une fois qu'on est rentré dans l'hiver, ça va. Mais oui, c'est la passion. C'est la passion, c'est l'équipe avec laquelle je travaille. C'est hyper important de se sentir bien et on fonctionne à la clinique comme une grande famille, hein. Donc des fois dans la famille on s'engueule et puis c'est sain. Voilà, de se dire exactement. les choses. Mais c'est ce climat de travail là, la passion bien sûr et les clients. Tu as quoi comme type de clientèle? Moi j'ai une clientèle plutôt de loisirs et de sport. J'ai pas une clientèle de course, on n'a pas trop de chevaux de course dans le secteur. Je suis très proche d'eux. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais en tout cas, je fonctionne comme ça. En plus, t'es cavalière, donc on en reparlera tout à l'heure. Exactement. C'est vrai que ça crée une connivence particulière parce qu'ils, quand même, ils savent que les problèmes qu'ils rencontrent, en tout cas à cheval, ils peuvent t'en parler et tu peux décoder, vous parlez le même langage. Oui, c'est ça. C'est pas toujours évident quand on n'est pas cavalier soi-même de bien comprendre leurs attentes. Exactement. En tout cas sportives. Et ils me connaissent, ils me voient le week-end aussi. Enfin, je veux dire, ils me voient quand je travaille pas. Oui, donc, la frontière pro-perso. Il y a un peu un mélange des genres. Ouais. mais je pense que c'est un peu le propre du veto-équin. Je pense. Notre téléphone, il sonne beaucoup tout le temps, mais c'est le métier et c'est comme ça. C'est pas, ça me dérange pas. Et oui, moi, je trouve que on a quand même un grand rôle social finalement. On soigne des chevaux, hein, bien sûr, c'est ça, mais je pense que, enfin, j'ai déjà été confrontée à des situations tout au long de ma carrière où je me suis dit ah ouais, en fait, vraiment, ok, je soigne le cheval, mais je soigne les gens. Et j'ai la chance d'évoluer dans une clientèle qui est quand même super sympa, super attentive aussi à moi. Enfin, je veux dire, moi, des fois, il y a des gens qui me disent Julie, t'as l'air fatiguée en ce moment. Bienveillant et un peu protecteur. C'est super. Et franchement, je me lève aussi tous les matins pour eux. Ouais, ça fait partie des choses qui te permettent aussi d'être très épanouie et utile. Et te sentir utile. Exactement, je me sens utile. Je me sens utile et à ma place. C'est top. Et quand tu dis que tu adores ça et que c'est un moteur, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce métier au quotidien? Et à l'inverse, quelles sont les choses un peu les plus délicates ou les moins agréables à vivre dans le quotidien? Donc à part cette entrée dans l'hiver, mais en même temps, on est dans la thématique là. C'est ça, exactement. Pile poil dans la transition. Moi, j'aime bien les urgences. Ouais, l'adrénaline. Ouais, j'aime bien ça. J'aime bien m'adapter en fait, parce que dans un contexte d'urgence, il faut s'adapter au contexte. Parfois, on est dans des conditions compliquées. Parfois, il faut faire avec les moyens du bord. Il faut faire avec la motivation des propriétaires, avec leurs possibilités, avec ce qu'ils ont envie et ce qu'ils peuvent faire ou pas faire. Ça, m'adapter, j'aime ça et je crois que j'y arrive assez bien. Adapter aussi mon planning, hein, c'est-à-dire que j'ai des journées remplies, donc quand il faut caser d'autres urgences, alors on est une grande équipe, donc on peut quand même se répartir la tâche de travail et pouvoir
être nombreux et pouvoir compter sur les autres, ça c'est aussi important parce que parfois c'est pas moi qui prend les urgences. Hein. Enfin, je veux dire, on est. C'est bien. Ouais. Vous pouvez un petit peu adapter le planning en fonction des uns et des autres, et vous êtes plusieurs à assurer soit les gares, soit les urgences. Exactement. En tout cas, en journée, on a des canaux de communication, des messengers, des WhatsApp, etc. On a des calendriers partagés, donc on sait où se trouve chacun. Vous êtes combien de vétos qui bossaient on va dire en permanence, parce que ou au total d'ailleurs? Au total, on est au moins une quinzaine de vétoéquins sur trois secteurs en fait. D'accord. Le nord de la Seine-et-Marne où on n'est que itinérants. Ouais. Le sud Seine-et-Marne, on a notre clinique et on fait un petit peu de consultation à l'extérieur. Et il y a une troisième équipe dans le 91, jonction 91-78. D'accord. Donc tout ça représente une quinzaine de vétos. D'accord. Donc quasiment au moins 12 en permanence, parce que finalement avec les rotations Exactement. Et les gardes et les jours de congé de chacun, c'est quasiment 12 vétos sur le terrain en permanence. Donc ça permet de travailler sereinement. Parce qu'il y a tout le temps du monde, soit pour avoir des conseils, de l'aide technique à distance, avoir besoin de renfort, dire attends, moi j'ai besoin de ce matos là, ok super, on se fait ce qu'on appelle, nous on appelle ça des mitch, on se retrouve sur la route. J'allais te dire, tu parlais justement des connexions, vous êtes très digital ou comme les vétoéquins quand même, on a gardé du côté pratico-pratique et du physique? Non. Ouais, très physique. Ouais. Très physique, ça c'est sûr. Vous avez quand même les canaux de communication pour les uns les autres, mais exactement. Et avec les propriétaires, c'est quoi votre philosophie? Vous êtes en digital, très réseaux sociaux, pas du tout? Je pense que si on avait le temps d'être plus réseaux sociaux, on le ferait. Mais on manque de temps. Et il n'y a pas de personnes qui s'en occupent spécifiquement dans la structure, hein? Non. Des fois, on essaye un peu. Ouais. Mais c'est pas évident, hein. Ça prend du temps et c'est un vrai job. Donc, avec nos clients, on les appelle beaucoup. On téléphone. A priori, si vous êtes très proche et qu'il y a beaucoup de fidélité, c'est que c'est peut-être pas une demande très importante de votre clientèle à vous. Après, non, c'est plus. Après, on avait fait un truc pendant le confinement. Ouais. Pendant le confinement, on a beaucoup moins travaillé. Et moi, je suis restée à la maison pendant 9 semaines. Ah oui. Ça a été très compliqué pour moi. Tu as eu le temps de maturer beaucoup de nouveaux projets, d'où le regain d'énergie. Et il y a eu un grand projet qu'on a mené à bien, c'est qu'on a fait des vidéos pédagogiques qu'on a mis sur Facebook. Ouais. Alors le format était complètement lunaire, hein, c'est-à-dire qu'on faisait des vidéos de 15 minutes qu'on mettait sur Facebook une fois par semaine, et c'était le C'est pas sorcier Fred Desjamis, vétérinaire. Donc moi j'étais à la maison, donc je faisais Jamy, donc je faisais des maquettes avec ce que je trouvais souvent c'était du recyclage, quoi. Je veux dire, j'ai fait une maquette de poumon avec un bidon de lessive, enfin faut être inspiré. C'est ça. Et Anthony Siegel qui était sur le terrain, lui il faisait Fred, donc il était sur le terrain, et donc c'était les applications. Enfin, on en a fait quelques-unes. Franchement, on s'est régalé à faire ça. Ça prenait énormément de temps. C'est chronophage, mais bon, après, c'est très pédagogique, c'est ludique. Ouais. Et ça a été, mais c'est encore une demande des clients de dire quand est-ce que vous refaites un épisode. Mais moi, j'adorerais refaire ça. Et puis peut-être se faire aider pour faire ça proprement avec des moyens. C'est vrai qu'on voit beaucoup. Alors, il y a des choses très différentes. Il y a de la vulgarisation. Il y a, je sais que par exemple, il y a des structures qui filment énormément, de plus en plus de chirurgie, etc. On peut toujours se poser la question de savoir où est la limite, mais mine de rien, ça a l'air quand même d'être une attente de savoir ce qui se passe. Et on avait aussi l'occasion de recevoir une véto qui bosse aux États-Unis et qui nous disait que chez eux, ils ont un concept d'hôpital ouvert où les propriétaires suivent partout dans la structure leur animal et voient l'envers du décor, les coulisses, etc. Et c'est vrai qu'on se dit toujours, il y a un côté parfois un peu pervers des réseaux sociaux, mais il y a aussi un côté informatif qui est aussi sans fin, et on se dit c'est un très bon vecteur d'infos fiables, et qui mieux qu'un veto pour passer des messages importants de médecine vétérinaire. Exactement. Et puis c'est vrai que nous, c'est ce qu'on fait sur le terrain. Enfin, je veux dire, moi, le propriétaire, il est avec moi, le propriétaire ou le responsable d'écurie, il est avec moi de A à Z. À aucun moment, je prends le cheval, je me mets dans un coin. Enfin, voilà. Donc, puis on a besoin d'eux, et ils participent aussi aux soins. Parce que je suis toute seule, j'ai 2 mains, nous, on travaille sans assistant, donc, ils sont là avec nous. Donc, cette idée de transparence, de pédagogie, de message qu'on peut faire passer,
de participation à la démarche de soins, en fait, pour moi, c'est naturel, complètement. Ouais, complètement. Et du coup, tu disais que ça fait 15 ans que tu étais dans cette structure et qu'effectivement, vous fonctionnez un peu comme une famille. Qu'est-ce qui t'attache spécialement à cette structure-là et à cette région aujourd'hui? T'as pas le sentiment du tout d'avoir fait le tour? Parce qu'après, on peut se dire, je suis dans ma zone de confort, ils sont top, je me sens bien, mais j'ai envie d'aller explorer autre chose ou voilà. Non, j'ai pas cette envie-là. Enfin, Ouais. je me sens vraiment bien. Ma vie s'est construite autour de ça. Ma vie professionnelle, ma vie perso, ma vie familiale, mes loisirs. Et en fait, je me pose pas cette question-là parce que je me sens super bien, quoi. Ça, Donc, c'est le bon point d'ancrage. ouais. Et puis après, tu crées tes opportunités autour. Exactement. Ouais. Ok. C'est ça. Parce qu'on m'en laisse la possibilité aussi, quoi. C'est-à-dire que c'est une clinique où, il y a jamais eu de frein on m'a jamais dit non. Là, ça prend ce que tu envisages, ça va prendre trop de temps et ça va empiéter sur ton travail. Enfin, c'est absolument. Oui. Ça n'a jamais été le cas. Quand tu parles d'autres projets, c'est des projets en plus ou Exactement. en dehors de la structure. Exactement. T'as pas eu en dehors des vidéos des envies spéciales pour l'intérieur de la clinique ou développer, je sais pas, un secteur particulier ou te spécialiser ou proposer des choses à l'intérieur? C'est plutôt des projets complémentaires, on va dire, qui vont te nourrir. Voilà, c'est des projets complémentaires, mais ça fait partie aussi ça fait partie aussi de la vie de la clinique. Après, moi, je suis quand même, je pense que c'est un manque de temps aussi parce que quand on est très occupé sur le terrain, forcément ça nous occupe beaucoup l'esprit et on pense peut-être pas forcément à d'autres idées de développement. Peut-être que ça viendra, mais ouais, non, tout ce que en fait j'ai comme tu dis, ce bon point d'ancrage et je brode autour. Ouais. Voilà, on va parler de broderie, mais alors là c'est pas une petite broderie, c'est-à-dire que ton premier grand projet qui est complètement en corrélation, c'est quand même d'être devenu capitaine des sapeurs-pompiers. Donc ça doit être depuis 3 ans, c'est ça? Depuis 2022. Officiellement, ouais, c'est ça. Bon, en réalité, j'imagine que c'est une histoire qui est plus ancienne entre eux et toi. Ouais. Alors comment ça a commencé? Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette collaboration avec les pompiers? En fait, je pense que ça faisait 15 jours, 3 semaines grand maximum que je venais de finir mon internat et que je travaillais du coup. Historiquement, quand les pompiers avaient une intervention concernant les chevaux et qu'ils avaient besoin d'un vétérinaire, ils nous appelaient nous. D'accord. Et c'est ce qui s'est passé. Sauf que moi, j'avais pas du tout connaissance de ça. C'était la petite surprise d'accueil. Voilà, et que un samedi soir, le bip sonne et c'est les pompiers qui demandent un vétérinaire pour aller chercher une jument qui est dans l'eau, quoi. Ah oui. Voilà. Donc c'est pas l'urgence classique. Non, c'est donc j'ai dit ok, très bien, j'y vais. Et là, quand j'ai vu le nombre de camions, les gyrophares dans tous les sens. Ah, et la mobilisation. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et un peu comme les chevaux, je me suis fait toute petite, j'ai baissé le garrot comme ça, là je suis rentrée. J'ai vu un pompier qui m'a regardé, je faisais très très jeune à l'époque, qui m'a regardé, je crois qu'il m'a demandé où était le vétérinaire et si j'étais la stagiaire de 3e, quoi. Ah oui. Je dis non, c'est moi. Donc et en fait, quand j'ai vu le truc, la première réaction, je me dis non mais en fait là c'est lunaire, je suis pas capable de faire ça. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai envie, mais une fraction de seconde, je me dis non mais c'est bon, je vais pleurer, je vais me cacher dans un coin. Je vais appeler du backup. Non, je me suis dit je m'en vais. Enfin mais une fraction de seconde et après, en fait, mon regard a balayé tout ce qui avait déjà été mis en place. Et quand on m'a dit en gros voilà la situation, mais on peut acheminer plein de matériel, plein de personnes, on peut faire plein de trucs, j'ai dit ah ouais vraiment, ah oui, en fait c'est nos limites, j'ai qu'à réfléchir et mobiliser mes connaissances, donc finalement c'est gérable. Et là j'ai switché hein. C'est-à-dire que je suis passée de la petite fille qui s'est dit oh là là mais qu'est-ce que c'est que ce truc dans quoi je me suis embarquée à ok très bien alors cet arbre là il est mal placé, faut me le tronçonner. Ah non pas la tronçonneuse, ça va lui faire peur, vous faites ça à la main. On n'y voit pas assez clair, je veux de la lumière, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Et en fait tout est arrivé, même à un tel point que il y avait même
des pompiers qui étaient là pour vérifier que tout le monde ait à manger et à boire. C'est-à-dire qu'il y a de la distribution de petits gâteaux et de petites boissons, quoi. Donc là, je me suis dit, non, mais c'est incroyable. Les moyens. Incroyable. Et l'intervention a pris du temps. Parce que j'étais pas expérimentée, parce que à l'époque c'était moins organisé, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup de moyens, mais c'était moins structuré, moins organisé. Ça s'est fait de manière remarquable au sein même des rangs des pompiers plusieurs années après. Et ce qu'ils font aujourd'hui, c'est juste dingue. Et on a sorti la jument, et la jument, elle avait rien, quoi. Et c'était incroyable. Ça a pris combien de temps? Je crois qu'on y a mis 5 heures. Ah oui, quand même. Ouais. Aujourd'hui, en 1h30, ce serait bouclé. Oui, mais même 5 heures, c'est super d'avoir réussi déjà et qu'en plus, il y ait 0 séquelles parce que c'est long. Elle avait rien. Donc, ce truc-là, je suis sortie, j'étais vidée. Mais je dis, c'est génial, c'est ça que je veux faire, quoi. Et cette jument-là, je l'ai revue 14 ans après, dans un trait. Ouais, elle était toujours là. Incroyable. Bon, elle est morte il y a, quand même. Il y a 14 ans après. C'est un truc de la revoir, c'était un chouette truc. Donc ça, c'est le premier contact et c'est presque au tout départ de ton. Ah oui. Donc c'était il y a 15 ans. Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait que tu bascules ensuite ou que tu as envie d'aller intégrer l'équipe des sapeurs-pompiers, et comment ça se fait? En fait, j'ai toujours gardé de très bons contacts avec Céline Deleuze, qui est en fait la chef, la responsable des pompiers animaliers en Seine-et-Marne. D'accord. On a toujours eu des contacts, même occasionnels, mais enfin, on s'est toujours parlé des interventions, on s'est recroisés sur intervention, et on s'est toujours dit toutes les deux que ce serait chouette que je rentre un jour. Et elle a eu connaissance d'une vague de recrutement de vétos, donc elle m'a dit c'est le moment, c'est maintenant. Donc j'ai envoyé mon CV, ma lettre de motivation, et j'ai été recrutée officiellement. Donc voilà, c'était il y a quelques années, mais en fait la collaboration, elle s'est faite de manière pas vraiment officieuse, mais en tout cas assez naturellement, sans que je sois engagée en tant que pompier. Ça s'est fait au fur et à mesure des années, et en fait on a fait beaucoup d'interventions ensemble. Et puis voilà, maintenant c'est officiel, et ça permet d'ouvrir plein de portes en plus, parce que ça permet de faire de la formation, ça permet de réfléchir à du développement de matériel, ça permet de participer un petit peu au maillage territorial des équipes. Enfin, c'est juste moi j'adore ça, c'est juste génial. Tu m'étonnes. Et du coup, c'est quoi un petit peu une intervention type, ou est-ce que tu as une mission un peu marquante qui te permettrait de nous expliquer un peu, par exemple, à partir du moment où on t'appelle, comment ça se passe et quel est le process pour que tu te rendes sur les lieux, et comment tu agis une fois que tu es sur place? Alors, je peux être appelée de deux manières. Soit je suis appelée par les propriétaires du cheval, parce que je suis déjà leur vétérinaire. Traitant, oui, exactement. Et dans ce cas-là, j'interviens en tant que vétérinaire privé. D'accord. Ou alors je suis appelée par les pompiers, parce que ils ont été eux appelés par les propriétaires du cheval, exactement, qui a sollicité leur intervention. Quelqu'un s'est rendu sur place, enfin en tout cas une première équipe de pompiers s'est rendue sur place, a dit ok, là il faut des moyens, il faut de l'aide technique, donc il a sollicité l'équipe de pompiers animaliers qui sont spécialisés en secours animalier, et moi. Donc généralement je suis déclenchée à la demande des animaliers. Ils disent bon là ok, on a besoin d'un veto pour nous aider. Donc ça c'est les deux façons pour moi d'entrer sur l'intervention. Ça peut se faire aussi, si moi je suis appelée en premier par les propriétaires et que eux n'ont pas appelé les pompiers, je peux appeler les pompiers. Oui, ce que j'allais dire, est-ce que tu as une différence de moyens du coup? Est-ce que quand tu interviens en veto privé, si tu n'appelles pas les pompiers, tu n'as pas non plus les mêmes moyens? Alors que exactement. Si tu veux faire un sauvetage ou intervenir avec les moyens des pompiers, il faut mobiliser ce canal-là. Exactement. Et en plus, ça se fait, je le fais maintenant parfois même avant d'arriver sur les lieux, c'est-à-dire que quand les gens m'appellent, je me dis oulala, ça va être hyper délicat. Je demande une photo, je fais une visio, comme ça, j'ai un peu une vue sur le contexte, sur l'environnement, pour gagner du temps.
si je sais que j'ai besoin d'eux, je les appelle quand je suis en route. Je leur dis, on se donne rendez-vous à tel endroit et il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de problème pour que le délai d'intervention soit raccourci en fait. D'accord. Ils sont OK pour me rejoindre directement en fait, sans qu'il y ait, c'est pas qu'on perd du temps, mais si on en perdrait un petit peu, c'est-à-dire que en fait, s'ils attendaient que tu sois sur les lieux, que tu fasses un rapport entre guillemets, un état des lieux, de dire ça nécessite de mobiliser, etc. Ça a fait perdre quand même des précieuses minutes. Exactement. Et après, en fait, avec les pompiers animaliers, on se concerte sur ce qu'on va faire. C'est-à-dire que moi, je prends le temps d'évaluer le cheval. Ça me permet de savoir s'il faut qu'on se dépêche. Si on peut prendre un peu plus de temps et assurer un peu mieux la sécurité du cheval, la sécurité des gens, la sécurité environnementale, etc. Ça me permet aussi d'évaluer si ça vaut le coup. Parce que parfois... Parfois, ça vaut pas le coup. Parfois, ça vaut pas le coup. Parfois, je me trompe. Parfois, je me dis, non, mais franchement, là, on va pas se lancer. On a très peu de chance et au final... Faites pas venir 30 personnes... Et parfois je me trompe, je me suis trompée. Il y a je pourrais te la raconter, cette intervention était incroyable, mais j'ai dit franchement, les mecs là. Bah vas-y, on t'écoute. C'est génial. Au contraire, ça donne aussi un bon aperçu de se dire que parfois on a des animaux qui se battent vraiment et qui veulent survivre. Hein, donc ça vaut le coup d'essayer de leur donner une chance. Exactement. Et puis en plus, pour les pompiers, une vie, c'est une vie. Il faut aller au bout de la mission. Alors, aller au bout de la mission, ça ne veut pas forcément dire que l'animal survit, même si c'est dur à encaisser pour eux. Hein. C'est-à-dire quand il y a une euthanasie à la fin, c'est hyper dur pour eux. Ils le vivent très mal. Mais la mission, elle est pas ratée pour autant. C'est-à-dire que la mission, c'est d'extraire un animal du piège dans lequel il se trouve. C'est ça notre mission. Et ça, notre mission, on la remplit toujours. Ça n'est jamais arrivé qu'on remplisse pas notre mission. D'accord. Et donc, pour en revenir à cette intervention, c'était juste après le Covid. C'était une jument qui avait plus de 30 ans, enfin, on avait dit 30 ou 32 ans, qui était couchée, envasée dans une espèce de mare asséchée d'une grande prairie. On ne savait pas depuis combien de temps elle n'était pas là, parce que c'était un troupeau qui était surveillé globalement de loin. Puis, à mon avis, ça faisait un petit moment qu'il s'est dit, mais elle est où celle-ci? Elle est passée. Bref, elle était couchée sur le côté, envasée. Franchement, j'ai fait l'examen clinique. J'ai dit, non mais 30 ans, ça se trouve, ça fait 2 jours qu'elle est couchée là. Qu'est-ce que... Les chances sont minces. C'est ça. Et en plus, l'environnement était très particulier parce que c'était une grande mare asséchée et que je ne pouvais pas amener un engin de levage, un très près, exactement, ou un Manitou. Pas qu'ils s'embourbent. En fait, j'avais un Manitou. Le problème, c'est que le bras du Manitou était trop court pour accéder jusqu'à la jument. D'accord. Donc, on ne pouvait pas utiliser ce moyen-là. Et là, je suis tombée sur une équipe de pompiers, mais incroyable. Ils m'ont dit, non, mais en fait, on la sort. Enfin, on va tirer. Ouais, il est hors de question qu'on n'essaye pas. Je dis, non, mais franchement, vraiment, je vous promets, elle se lèvera pas. C'est pas possible. Je vous jure que... Non. Mais je dis, non, mais en fait, peut-être que pendant ce temps-là, il y a des enfants qui ont besoin de vous. Il y a, je sais pas, un immeuble qui brûle. Ils m'ont dit, non, mais écoute, Julie, en fait, si on est là, on est dédié à cette mission-là. Et s'il y a d'autres problèmes ailleurs... Ça sera d'autres équipes. Exactement. C'est organisé. Ça doit pas être une préoccupation pour toi. Je dis, bah ok, mais bon, là, donc déjà, il faut qu'on creuse, qu'on la tire. Il va falloir trouver un moyen de la lever. Je dis, ok, t'inquiète. On appelle le secours déblaiement. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que le secours déblaiement? C'est une unité spéciale. C'est une unité spéciale. C'est le grimpe. C'est des pompiers qui sont spécialisés dans la sécurisation d'immeubles qui sont effondrés, dans la recherche de victimes dans les décombres. Comme après les tremblements de terre ou des choses comme ça. Ah ouais. Donc, incroyable. Et donc, le secours déblaiement est venu. Il m'a dit, t'inquiète, on va construire un tripode. Je dis, ok, construisez votre tripode. Moi, je suis pas pressée, je lui ai donné
très peu de chance. Donc, à la limite... J'avais aucune notion de ce que c'était un tripode, mais je dis, allez, go, on y va. Donc, on a commencé à creuser à la main, à essayer de dégager la jument, sans s'envaser nous aussi, hein, parce que le risque est réel quand même. Exactement. On l'a traîné sur une zone de la mare qui était un petit peu plus dure, un petit peu plus stable. Et là, en fait, le tripode a commencé à se construire. Ils ont réussi à le stabiliser en fait sur des planches. La dame qui était présente au pré, en fait, elle était géniale parce que je disais, allez nous chercher du bois. Elle trouvait des planches de bois. Enfin, c'était juste incroyable. Et donc le tripode, c'est comme une petite tour Eiffel en fait, qui est très stable. Et en fait, on fixe un tire-fort en haut du tripode qui est actionné à la main. C'est comme un palan qui est vraiment activé à bras d'homme. Et en passant des sangles autour de la jument, on lève. Et puis une fois qu'elle était redressée, j'ai dit, ah non, mais là, faut pas qu'elle s'envase, etc. Donc on a fait un plancher de fortune avec les morceaux de bois de la dame. D'accord. On a attendu un peu qu'elle se stabilise. Je l'ai perfusée un petit peu. Je lui ai fait des anti-inflammatoires. On lui a donné à boire, on lui a donné à manger. Et elle est repartie, quoi. Incroyable. Et en fait... Ça fait plaisir de se tromper dans ces cas-là. Oui, exactement. On est content. Et j'ai gardé plein de photos, plein de vidéos de cette intervention. On a même fait une photo de groupe avec la jument à la fin. Enfin, c'était franchement de la sortir, moi, debout, en marchant. Parce que après, il a fallu sortir de cette petite mare. Bah oui. Mais enfin, elle marchait. Alors, elle était un peu juste au branlant, quoi. Mais, mais elle avait encore la force d'y aller. Elle est retournée voir ses copains. Et cette jument-là, elle a vécu 2 ans de plus. Incroyable. Et je crois que c'était la première fois qu'on faisait une intervention comme ça avec le tripode. Et aujourd'hui, quand on fait des démonstrations de ce qu'on fait avec les pompiers animaliers ou lors des manœuvres d'entraînement, c'est on fait le tripode, quoi. On fait en fait, on a des chevaux mannequins d'entraînement. Donc ça, c'est très, très précieux. Et ce qu'on fait, c'est que on construit une passerelle avec un trou, on met les postérieurs du cheval d'entraînement dans le trou de la passerelle, on construit le tripode au-dessus et on le sort comme ça. Donc, en fait, d'une expérience terrain, on en a fait une manœuvre d'exercice, et un plan de formation. Exactement, et un modèle de démonstration. Quand on fait, ça arrive qu'on fasse des démonstrations. Alors, je crois que une caserne de pompiers qui était en porte ouverte récemment, ils ont fait cette démonstration-là au public, donc ça c'était chouette. On a fait cette démonstration-là lors d'un congrès. Il y a des congrès tous les 2 ans de pompiers animaliers, des grands congrès nationaux. On a fait cette manœuvre-là. Donc ouais, c'est impactant. C'est génial. Ouais, c'est génial. Quand tu parlais des pompiers animaliers, ils ont quoi comme type de profil? En fait, c'est des volontaires c'est des pompiers professionnels ou volontaires. D'accord. Les deux, qui se spécialisent dans le secours animalier. Comme il y a des pompiers qui font du secours d'éblaiement, il y a des pompiers qui font du secours routier. Ils ont quoi comme formation alors? En fait, on participe à leur formation. Donc il y a 3 niveaux en fait de compétences entre guillemets. Les SAN 1, donc sapeurs-pompiers animaliers, SAN 1, SAN 2, SAN 3. Les SAN 1, c'est ceux qui débutent dans la spécialité, et donc ils ont des semaines de formation au cours de l'année, que ce soit dans des centres de formation ou dans leurs casernes respectives, pour lesquelles les différents vétérinaires de Seine-et-Marne interviennent, et les conseillers techniques, les chefs entre guillemets des sapeurs-pompiers animaliers. Ensuite, il y a les SAN 2 qui sont les chefs d'équipe, donc qui sont les chefs de ces équipes-là. Et les SAN 3, c'est le niveau le plus élevé. Et eux, ce sont les conseillers techniques, responsables de la formation, responsables du développement de la spécialité. D'accord. Et en moyenne, tu as combien de personnes avec toi quand tu fais une intervention? C'est très variable. Très variable selon les besoins. Parfois, on n'est pas très nombreux. Ouais. Parfois, ça... je sais pas, par exemple, sur une des interventions qui a été la première, ouais. Je pense qu'on était au moins 30. Ah oui. Au moins. 30, c'est... Ouais. Parce qu'en fait, c'est une structuration assez... Alors, on n'a pas l'habitude de ça. Quand on est véto-équin, on fait tout seul. Et en fait, ce travail d'équipe et chacun a sa mission et chacun la remplit très bien. Alors que ce soit une mission de commandement,
Oui. Il y en a qui n'interviennent pas et qui juste Donne les participent. directives. Exactement. Sont responsables de l'acheminement du matériel, de Mhm. l'acheminement des personnes. Ça, la notion de commandement, on n'y est pas habitué, mais en fait, c'est très utile et c'est très important. Faut qu'il y ait un chef qui décide et qui donne les ordres et on doit tous l'écouter. Si on se rend compte qu'en cours de route, ça va pas, Mhm. on s'interrompt, on révise le plan d'intervention, mais on écoute toujours la même personne. Mhm. Et il faut, en fait, c'est contre-productif de passer au-dessus du commandement. C'est-à-dire que ça sert à rien, ça fonctionnera pas. Puis, enfin, en plus, on discute beaucoup, on décide vraiment ensemble de comment va se passer le sauvetage. En amont, tu veux dire. Ouais. Et une fois que vous avez un plan, on suit le plan Exactement. et la personne qui... Exactement. Et tout le monde y contribue, tout le monde donne son avis parce que parfois on n'a pas envisagé tel ou tel élément de l'environnement ou du contexte. Mais par contre, ouais, obéir à un seul homme, c'est hyper important. Hyper important. Et depuis que tu es rentré, toi, dans les sapeurs-pompiers, est-ce que les vétos, vous avez des formations particulières ou des choses que vous apprenez dans le cadre des sapeurs-pompiers? Oui, D'accord. on est formés nous aussi. On peut se former à d'autres choses aussi, hein. Moi, j'ai participé, par exemple, je voulais faire une formation de téléanesthésie et cette formation, elle était couplée à la manipulation des serpents venimeux. Ah, c'était ma question d'après, c'est bien. Est-ce que tu ne fais que les chevaux ou est-ce que Oui, tu peux être appelée sur... Alors, en fait, moi, je sais pas faire autre chose. Je suis pas efficace pour le reste. Je suis pas compétente. Je le dis, hein. Enfin, je veux dire, moi, j'aime bien faire les choses, donc je fais les choses que je sais faire. Je veux bien me former pour le reste, mais j'aime pas trop improviser. Je me sens pas à l'aise. Je me sens pas légitime. Et la grande chance qu'on a dans notre département, c'est qu'on est plusieurs vétérinaires et chacun a sa spécialité et qu'on a décidé de s'organiser entre nous pour, même si on n'est pas d'astreinte, pour se contacter et dire bon voilà, moi quand il y a un chat dans un moteur, j'appelle au secours, je dis bon, il y a un chat dans un moteur, bon, je sais, je peux y aller, je suis d'astreinte, ok, mais juste, qu'est-ce que je fais, je l'injecte quoi, je fais comment pour évaluer son état, est-ce qu'il y a un risque si je l'anesthésie, etc. Et si il y a un confrère qui connaît très bien les chats dans les moteurs et qui est dispo et qui veut bien y aller à ma place, il y va, il y a pas de sujet. J'imagine qu'il serait content aussi de te dire j'ai une jument au fond d'une mare à sécher. Exactement. Qu'est-ce que je fais? Je préfère te la laisser. Exactement. Et si jamais on n'est pas disponible, en fait ça c'est toujours ultra bien présenté. Oui, parce que tu dis si je suis pas d'astreinte, je suis pas de garde, mais ça se répartit comment aujourd'hui entre tes gardes pour la clinique, le temps pour les pompiers, etc. Ça se superpose. D'accord. Donc par exemple, si tu es de garde pour la clinique et qu'on t'appelle pour les pompiers, c'est ok d'y aller? Ok. Aucun problème. Vraiment, enfin, il y a pas de sujet. Même, enfin, si je suis dans ma journée de travail et que je dois m'interrompre pour aller faire une intervention avec les pompiers, il y a pas de problème. Parce que je pense aussi parce que mon secteur d'activité, il est très large, ma zone géographique d'intervention, et que comme je suis pompier dans le même département, souvent les gens qui appellent les pompiers, ce sont déjà les clients de la clinique. Donc c'est normal. C'est un service aussi quelque part. Ils comprennent que si un jour ça concerne l'un de leurs chevaux, ils seront bien contents aussi que tu te rendes disponible. Exactement. D'accord. Ça superpose et pour les pompiers, en fait, j'ai une semaine d'astreinte par mois à peu près où je dois être joignable 24 heures sur 24. D'accord. Je reçois des textos quand il y a des interventions avec les animaux. Comme ça, moi, ça me permet de me dire ce truc-là, ça va peut-être bouger, donc il va peut-être falloir que j'y aille. Donc ça me permet de me préparer à m'organiser, exactement. Et puis oui, voilà, on s'appelle entre nous pour se répartir les interventions. Après. Finalement, comme les pompiers sont très compétents, très structurés, très organisés, qu'ils ont développé énormément de matériel et qu'on participe à leur formation, ils ont de moins en moins besoin de nous
Et je trouve que oui, c'est d'accord. super. Sur beaucoup Ouais, d'interventions, exactement. finalement, ils jugent qu'ils sont Ah oui, aptes oui, oui. et ils mènent l'intervention sans appeler le veto. Exactement. Le poney dans la Hmm. piscine, maintenant, c'est plus D'accord. un problème, quoi, je veux dire. C'est top aussi parce que ça permet Ouais, d'avoir une grande marge de manœuvre. exactement. Et tu disais que à ton époque, au départ, c'était un peu tacite que vous aviez un partenariat avec la clinique étant donné vos compétences et le nombre de vétos. C'est toujours le cas aujourd'hui, c'est-à-dire s'il y a un autre veto de bailli qui est de garde et que toi t'es pas dispo pour X ou Y raison, ça peut être ce veto qui va bosser avec les pompiers. Exactement. En fait, c'est le propriétaire a toujours le choix du vétérinaire qu'on appelle, c'est-à-dire que on dit, les pompiers lui disent voilà, on va avoir besoin d'un veto. Est-ce que vous voulez appeler votre veto? Si oui, est-il disponible rapidement? Ou est-ce que vous souhaitez qu'on appelle le veto des sapeurs-pompiers? Exactement. Et il y en a d'autres à Bailly qui ont un peu le même type de profil que toi et qui ont envie de rejoindre les sapeurs-pompiers? Je crois pas. Non. Je crois pas, mais en vrai, c'est on est tous capables de le faire finalement. Moi, je connais les équipes pompiers. Je suis très habituée au matériel, donc et je connais le matériel. Donc pour moi, c'est très chance, évident et c'est rapide à mettre en application. Mais je pense que c'est pas. Ça n'a pas suscité d'autres vocations aussi intenses, mais par contre, ils sont tous capables de le faire, Bien effectivement, sûr. dans le cadre de leur garde. Ouais, Okay. tout à fait. Ça, c'est top. Tout à fait. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vision de ton métier de veto, de faire toutes ces interventions d'urgence un peu à haut risque et avec des moyens très différents et avec surtout beaucoup plus de personnes? Non, ça n'a pas trop changé ma vision parce que c'est vrai que cet esprit collaboratif, même si on le fait pas avec les pompiers, quand on arrive dans une écurie et qu'il y a une grosse cata, enfin, je veux dire, on peut appeler l'écurie d'à côté qui a un tracteur qui va venir. Enfin, cet esprit d'entraide, il existait déjà. Donc, non, ça n'a pas changé ma vision du métier. En revanche, ça me donne plein d'idées, quoi. Ça, je crois que ça me refait dévisser un petit peu du côté folles idées de développement de trucs. Enfin, moi, enfin, pour moi, c'est génial tout ce qu'on peut faire et j'ai envie de tester plein de trucs, quoi. Donc, des fois, on me dit qu'il faut que je me calme, mais Après, on a eu un petit aperçu et on va pas manquer d'écouter ton son de cloche parce que effectivement avec la préparation des Jeux Olympiques de Paris, alors on a eu la chance en tant que veto de suivre un petit peu les choses. Il y avait une équipe incroyable, tu vas nous en parler, et la mobilisation justement. Il y a quelques photos qui ont fait le tour des réseaux avec l'utilisation des chevaux mannequins, etc. Et évidemment, il n'y a pas eu de chevaux qui sont tombés dans le canal, mais il y a quand même eu autre chose. Donc, c'était un peu un Graal quand même, finalement, quand on aime les urgences, l'adrénaline, et qu'en plus on est cavalier, même si le hunter et la voltige sont pas des disciplines olympiques, pour le coup, j'imagine que ça devait être incroyable. C'était comment de l'intérieur? Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Enfin, alors, en fait, ça m'a ouvert cette porte-là. Et je pouvais pas rêver mieux. J'ai trouvé ça fou. Je peux pas dire que je souhaitais qu'il y ait un cheval qui tombe, mais ça m'aurait. Je crois que j'aurais adoré sauter dans le canal pour mettre en pratique tout ce que vous aviez préparé. On l'avait fait à l'entraînement, hein. On a eu la chance de se baigner dans le canal avec les chevaux mannequins, mais c'était juste incroyable de pouvoir mettre en application ce qu'on sait faire. Moi, je faisais partie de l'équipe, mais en fait, chez les pompiers, il y a une façon de faire qui est zonale. Donc, comme ça se passait dans les Yvelines, il fallait que ce soit les équipes des Yvelines qui soient à la manœuvre. Exactement. Et j'ai eu la chance d'intégrer, même si j'étais du 77, d'intégrer le projet et d'y participer. De pouvoir d'être vraiment au bord de la piste de cross, de pouvoir assister à tout ça, d'être un grain de sable dans toute cette organisation qui était magique. Enfin, c'est un souvenir
Enfin, je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. C'était. Du coup, vous c'était étiez top. présent que pour le jour du cross? On était présent un petit peu avant. Ouais. On a eu pas mal de journées de préparation des mois avant, hein, voire je crois. Oui, parce qu'il y avait une très grosse équipe. Hein. Exactement. Il y avait plus de 100 vétérinaires qui ont été mobilisés pour l'événement. Et du coup, effectivement, même si l'équipe sapeurs-pompiers, c'est un rôle particulier, au total, il y a eu quand même énormément de vétérinaires mobilisés. Exactement. Et c'est vrai que l'épreuve de cross, ça fait partie de celle qui est peut-être la plus accidentogène, ou en tout cas considérée en tant que telle. Oui. Et donc, dans le parc de Versailles, ça pouvait présenter des aspects particuliers qu'on n'a peut-être pas vus dans d'autres lieux des Jeux Olympiques, parce que la configuration du site faisait que vous avez sûrement dû préparer en amont certaines choses qu'il n'y aurait pas eu ailleurs. Exactement. Il y a eu des réunions de préparation les années précédentes pour essayer de réfléchir, pour évaluer quelles étaient les zones à risque. Nous, on devait gérer le risque de chute éventuelle d'un cheval et de son cavalier dans le canal. C'était ça notre... C'est ciblé comme mission. Oui, c'est très précis. Mais il y avait 4 zones à risque qui étaient différentes. La hauteur d'eau, par exemple, elle était plutôt imprévisible parce qu'elle variait selon la pluviométrie, selon la saison. On connaissait pas très bien le fond du canal parce que c'est historique, infos donc voilà, donc c'était il fallait vraiment que chacune des 4 équipes soit hyper rodée, prête à intervenir. Donc on s'est entraîné, on a mis des chevaux mannequins à l'eau, on les a sortis, la planification, enfin du déroulé de l'intervention, c'était millimétré, quoi. On savait exactement ce que chacun devait faire à chaque instant. Il y avait donc à la fois un vétérinaire, des pompiers animaliers et aussi des plongeurs qui assuraient notre sécurité. Parce que voilà. Et si un cheval tombait dans l'eau, fallait qu'il sorte immédiatement. Enfin, il sortait. Enfin, c'était c'était et on était prêt à ça. Et ce qui a été... Bon, aucun cheval n'est tombé. J'ai envie de dire fort heureusement, mais je comprends la petite pointe de déception qu'on entend dans ta voix. Non, je peux pas dire ça, mais c'est vrai que se sentir prêt et pouvoir le mettre en application, c'est... Oui, puis surtout peut-être aussi vérifier que tout ce que vous avez fait, en fait, est réaliste et permet d'agir et d'arriver à sauver le cheval. Exactement. C'est aussi gratifiant de se dire que ce que vous avez fait, ça fonctionne bien et que ça peut être répété. Et finalement, on en a eu la preuve parce qu'il y a eu cette petite biche qui est tombée. C'est pas le même gabarit, mais c'est la même manœuvre quand même. Par contre, la manœuvre, elle a été mise en place de A à Z comme c'était prévu. Et ça a hyper bien marché. En fait, la chose qui a été inventée un petit peu pour l'occasion, c'était le fait de faire un périmètre aquatique. C'est-à-dire que on s'était dit qu'un cheval qui tombe à l'eau et qui n'est pas blessé, de toute façon, ce qu'il va chercher à faire, c'est nager pour regagner la berge et sortir. Sauf que il peut nager dans toutes les directions, qu'il y a du public partout. Et donc ça, il fallait vraiment l'anticiper. Et donc le fait d'avoir pensé à gonfler comme un gros boudin qui permet de... C'est un tuyau, mais c'est des tuyaux à incendie. Enfin, c'est un tuyau qu'on gonfle et qui permet de définir un périmètre aquatique et de rabattre le cheval dans la zone où on veut le sortir. Ça se fait en très très peu de temps. En fait, il y avait un plongeur qui était sur ce qu'on appelle un sea-bob. C'est une espèce de planche motorisée qui permet de nager plus vite et qui en fait lui déployait le tuyau. D'accord. Et quelqu'un depuis la berge le gonflait. Et hop, là il y avait un périmètre et c'était. Et ça définit la zone d'intervention. Exactement. Et ça évite. Exactement. Pendant que le reste de l'équipe allait au contact de l'animal et contribuait à sa sortie de l'eau. J'ai une question qui me vient, j'avais pas du tout pensé, mais on parle IA partout, digitalisation, intelligence artificielle. Ça vous arrive de l'utiliser pour envisager les scénarios et de se dire, tiens, il peut se passer ça, pas sur le moment, mais en amont de se dire, tiens, si on avait telle ou telle configuration, quels seraient les différents plans d'attaque possibles? Écoute, jamais. Jamais. C'est bien, comme quoi il y a parfois encore besoin beaucoup de l'humain. Mais tu me donnes une idée. Tu me donnes une idée. Ça, tu vois, je pense que ce serait hyper utile. Alors, je n'y connais absolument rien. C'est pas du tout mon domaine. Mais par exemple, sur des accidents de la route avec des chevaux. Je pense que ce serait hyper utile pour intervenir rapidement en toute sécurité, quoi.
C'est vrai qu'on a reçu en tout cas un certain nombre de vétérinaires qui sont passionnés et dont le cœur de métier s'est un petit peu recentré autour de ça, et notamment de l'aide au diagnostic ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on se dit, alors avec les phénomènes d'hallucination, de l'IA et tout ça, on peut pas tout prendre pour argent comptant, mais quand même, quand on a du temps, quand quelqu'un peut passer derrière, évaluer la faisabilité et tout ça, c'est vrai qu'on se dit ça pourrait donner peut-être des idées auxquelles on n'a pas pensé, et aider à faire des trames d'intervention ou des trames de plans qui seraient peut-être intéressantes pour la formation en amont. Après, sur le moment, j'imagine que c'est aussi l'expérience qui fait que tu sais ce que tu peux mobiliser, pas mobiliser, et les cas précédents qui font que tu sais ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. C'est ça. Et on sait ce qu'on rencontre. En fait, aujourd'hui, moi, je suis capable de te faire une liste des interventions en Seine-et-Marne. Je pense que cette liste-là, elle n'est pas du tout valable dans un milieu de montagne, tu vois. Oui, clairement, la topographie du terrain et l'utilisation des chevaux et de leur mode d'hébergement. Moi, je peux te faire une liste. Mais oui, je pense que l'IA, elle pourrait être vraiment très intéressante pour planifier des scénarios, réduire encore le temps d'intervention. Tu me donnes une grande idée. Je sais que tu avais l'air de t'ennuyer, tu cherchais des projets. Non, pas du tout. Je sais que non, mais justement, tu as quand même une énergie assez incroyable. Et t'es un peu toujours sur tous les fronts. Comment est-ce que tu arrives à trouver ton équilibre entre ton métier, ta fille, ton engagement pompier, et tu trouves encore le temps de monter à cheval? C'est assez incroyable. Ouais, c'est pas que je m'oblige à le faire, ça se fait naturellement. J'ai des journées très remplies. Ma fille, elle fait partie de mes journées. Ouais. Ta fille, elle a quel âge? Elle a 14 ans. 14 ans. Et je pense que elle traîne avec moi en voiture depuis ses 5 ans. D'accord. J'ai jamais eu de nounou après l'école. Donc elle a fait un peu d'études, et puis après elle finit ses journées avec moi. Hein. Donc elle sait faire ses devoirs dans la voiture. Elle est très adaptable elle aussi finalement. Ouais. Elle connaît le métier. Enfin, ça s'est toujours passé comme ça. Mais oui, j'arrive à tout faire rentrer. C'est un rythme qui est fatigant parfois. Hein, mais parce qu'elle fait de la voltige. Oui. Donc à assez bon niveau, j'imagine, parce qu'elle fait de la compétition. Donc elle a un rythme d'entraînement qui doit être assez soutenu. Elle a 5 entraînements par semaine. Oui, auquel tu l'amènes. Oui. Donc c'est quand même son papa l'emmène un petit peu aussi. Ouais. Mais il y a ça à faire, et ça rentre. Et toi aussi tu montes à cheval, tu fais du hunter. Oui. Et tu as un cheval? Oui, j'ai ma jument. Que je vois tous les jours. Et tu arrives à monter combien de fois par semaine? J'arrive à monter au moins 4 fois par semaine. Ah oui. Donc, pour nos auditrices et nos auditeurs, les journées de vie ne font pas 24 heures. On nous dira plus tard ou pas. J'arrive même à dormir, je vous promets. Oui, je dors, je mange, mais oui, après, c'est vrai que j'organise mes journées comme je veux. Hein. Je veux dire, j'ai pas une secrétaire ou une assistante qui me planifie mes rendez-vous. Je gère ça. Moi, quand je suis au volant, j'appelle mes clients, je m'organise, et j'arrive à faire rentrer ça. Des fois il y a des couacs, hein. Des fois on demande de l'aide aux copines pour aller chercher ma fille, etc. Enfin ça se fait. En fait, il faut pouvoir je sais comme au début de la journée, je sais comment ma journée doit effectivement se dérouler. Elle se déroule jamais de cette manière-là. Par contre, je suis hyper entourée et j'ai plein de solutions pour m'aider à me réorganiser. T'es pas dans le stress de te dire c'est pas possible, ça rentrera pas, il faut que j'enlève des choses. De toute façon, il y a toujours du backup pro ou perso. Ça finit toujours par rentrer. Ouais. Ça c'est super. C'est une chance. C'est une chance. C'est ce qui permet de tout faire. En même temps, tu le crées. L'environnement dans lequel tu continues d'évoluer, c'est hyper important. Elle le vit bien du coup, ta fille, ce rythme un peu effréné? Ouais. Je crois, elle est contente. Je veux dire, quand elle part l'été un peu en vacances, parce que l'été, ça me permet aussi de souffler un petit peu parce que j'ai plus les horaires d'école. Il y a la voltige qui s'arrête au mois d'août, donc du coup, je ralentis un peu mon rythme et ça me fait du bien aussi. Hein, c'est important. Mais quand elle rentre, elle dit quand est-ce qu'on reprend la course? Ah oui. Ouais. Elle a pas du tout envie d'être vétérinaire. C'est ce que j'allais te dire. Ça l'a soit créé une vocation, soit ça l'a vaccinée. Non, pas spécialement. Ça l'a pas vaccinée, mais elle dit non. Ça c'est pas, je sais pas, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Bien sûr qu'elle voit les contraintes, mais elle s'en plaint pas.
Et mais non, c'est pas, enfin, elle connaît plein de trucs. En plus, elle serait plutôt pas mal formée. Hein, parce oui, que... j'imagine qu'elle a dû déjà voir beaucoup de choses, entendre beaucoup de choses, et à leur âge, ils sont assez perméables. Donc en plus, elle doit être. Mais non, elle a pas envie de faire ça. Mais je trouve ça. Elle a d'autres idées, ou elle veut être voltigeuse? Non. Alors ça, non. Ça, alors mon cœur ne tiendrait pas. C'est moins dangereux que d'autres choses. Hein, la voltige, moi, je trouve ça hyper dangereux. Mais... j'ai très très peur quand je la vois. Je suis admirative et à chaque fois, je suis effrayée. Elle est seule ou elle est en groupe? Elle voltige en groupe? Ah, les deux. Oui. Un super groupe. Enfin, franchement, ça fait combien de temps qu'elle fait ça? Ça fait pas si longtemps. Elle a fait que 2 saisons. Mais alors, la progression en voltige, elle est plutôt très rapide. C'était un sport équestre que je ne connaissais absolument pas et que je découvre. Et l'évolution des niveaux, elle se fait, moi, je trouve, extrêmement rapidement. Ouais, elle était cavalière d'équitation classique avant? Elle a toujours monté, mais elle préférait s'occuper des chevaux plutôt que de les monter. Ouais. Ça, elle a toujours été dans le soin, vraiment, hein, mais depuis toute petite. Et elle n'avait pas trouvé sa discipline. Et un jour, alors qu'elle m'accompagnait sur une compétition de hunter, il y avait de la voltige en même temps. Génial. Et en fait, elle est allée voir ce qu'il faisait. Et je l'ai rejoint en quelques minutes après. Elle a mis un quart d'heure, 20 minutes à se rendre compte que j'étais assise à côté d'elle. Et elle m'a dit, maman, c'est ça que je veux faire. Ouais. Donc, c'est un bonheur de pouvoir l'accompagner dans cette passion-là. C'est top. Ouais. C'est super. Alors, en plus, il y a un petit peu moins de contraintes, entre guillemets, parce que c'est pas un cheval par personne. Non. Donc, c'est quand même un cheval de voltige qui est détenu par la structure, etc. Exactement. Donc, c'est un peu comme si elle prenait des cours, mais c'est pas pareil que d'avoir son propre cheval à s'occuper tous les jours. C'est ça. Mais elle y va quand même beaucoup. Ouais, 5 fois par semaine, c'est... Oui. C'est déjà bien engageant. Exactement. Ça, c'est sûr. C'est pas trop fatigant, cette ambiance de compétition. T'arrives toi aussi à mener de front la double saison? Ouais, saison de compète de hunter et saison de compète de voltige. Oui, de toute façon, le week-end, soit je suis le garde, soit je suis hunter, soit je suis en voltige. Ça ralentit un peu l'hiver parce qu'il y a un peu moins de concours. Mais en gros, c'est ça le rythme. Après, maintenant, il y a des indoors dans tout, hein, donc. Ouais, voltige. Même, hein. Voltige. Alors moi, je suis pas très indoor et puis ça fait du bien aussi de faire un petit break l'hiver. Et la voltige, c'est que l'indoor. Finalement, ils sont tout le temps en manège. Mais la saison, elle est très courte. Elle va de mars à mi-juillet parce qu'en fait, ils passent l'hiver à élaborer leur programme. Ah oui, ok. Donc la saison de compétition est courte et après c'est l'entraînement qui est... Exactement. Okay. Exactement. Très courte et très intense. Moi, je trouve que dans tout ce que je fais le week-end, le plus fatigant, c'est la voltige. Ah ouais. Parce que pour pas très long en plus, parce que. Ouais. Finalement, mais en fait, le programme, c'est assez court, donc c'est beaucoup de déplacements. Tu restes en région parisienne ou il y a des... Bien sûr que non. Ça serait trop simple. Non. Quand on se déplace en France, on change de région et on se déplace aussi, ils font des concours internationaux. Donc, oui. Déjà, avec juste 2 ans de pratique, exactement. Elle est déjà en mais l'année dernière, première internationale. C'est pour ça que c'est une discipline qui est pas très connue, c'est un peu une niche. Et pourtant, on a beaucoup de Français très, très, très performants. Hyper bon. Ouais. Hyper bon, hyper accessible. En plus, ils sont hyper sympas, les voltigeurs. Enfin, je veux dire, tout le monde peut aller discuter avec le champion du monde, quoi. Ah, ça, c'est top. Ouais, hyper sympa. Ils signent des autographes aux petits jeunes et tout. Franchement, c'est une chouette discipline avec un très, très gros staff derrière. Hein. Enfin, il faut que... Ce qui te correspond bien, vu que tu as insisté sur la force du collectif, etc. Oui. Donc, j'imagine qu'en plus, c'est assez agréable d'avoir ce collectif-là. Exactement. Ouais, c'est génial. Que ce soit pour la gestion des chevaux. Alors moi, je me dédie. Enfin, quand on se déplace en groupe, moi, je suis plutôt à l'écurie et des parents de voltigeurs qui sont pas du tout équitants, ils vont s'occuper de faire les jolies coiffures, les beaux chignons, de faire à manger pour tout le monde. C'est un must d'avoir un parent veto quand même dans l'équipe. Ils doivent être contents. Ouais, frac, oui. Ouais, quand même. C'est chouette. Ouais, c'est un petit confort. C'est ça. Écoute, il nous faudrait peut-être un kiné aussi pour les enfants. Kiné ostéo, c'est vrai que c'est sympa. C'est des choses qu'on mobilise plus quand c'est des disciplines olympiques, c'est vrai, mais on se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière dans des disciplines annexes. Exactement. Qui ont en fait un fonctionnement qui est incroyable et pareil, tout aussi exigeant. Hein, d'ailleurs, c'est pas parce qu'il n'y a pas la visibilité qu'ils n'ont pas un planning, un nombre de compétitions, des sélections et un planning très exigeant. Donc, exactement. C'est vrai que... Exactement. Les chevaux ici, ils ont un planning dingue. Et ils sont très courageux, ces chevaux-là. Ils travaillent beaucoup. Ils travaillent de manière très intense et beaucoup. Enfin, ils sont. Moi, je trouve que les chevaux de voltige, ils sont. Ouais, et puis ils ont des caractéristiques assez particulières quand même, parce que mine de rien, ils sont toujours, en tout cas dans le travail, ils doivent avoir
un galop très c'est assez facile pour que les voltigeurs et voltigeuses puissent évoluer. Exactement. Et en même temps, c'est assez souvent la même main. Donc, dans le travail au quotidien, en dehors de leur pratique de voltige, ça doit nécessiter une préparation très spécifique. Exactement. C'est plutôt des chevaux. Alors, on s'oriente en plus vers des chevaux de dressage. Oui, grand gabarit, chevaux de dressage porteurs. Et aujourd'hui, il y a sur les juges qui sont en bord de piste, il y a un juge qui ne se consacre qu'au cheval. D'accord. Donc, ça fait évoluer aussi la discipline dans la notion. Il regarde quoi la notion de bien-être animal. D'accord. Beaucoup. En piste et hors piste ou que en piste? Alors hors piste, oui, parce que à chaque compétition amateur, pas club mais amateur, il y a une visite vétérinaire. Ah super. Donc ce qui n'existe pas dans d'autres disciplines. Ah, non. Hein. Donc une compétition amateur, un cheval d'amateur 4 qui est un cheval qui voltige principalement au pas, qui fait un peu de galop mais qui voltige principalement au pas. Il y a une visite véto. D'accord. Donc c'est quand même déjà une prise en compte. Ouais. Pour le bien-être animal, alors il regarde que le nombre de voltigeurs soit pas trop important sur le cheval, que les poids soient bien répartis, qu'on le choque pas, qu'on le déséquilibre pas. Ouais. Et il y a aussi une note sur les aptitudes du cheval, ses allures, son obéissance, la qualité de son galop. Donc les chevaux évoluent aussi. Hein. Maintenant, le cheval sympa qui était un peu porteur, qui avait pas des allures dingues qu'on utilisait pour la voltige, on les voit moins. C'est plutôt des super chevaux de dressage qui ont les allures waouh quoi. Donc c'est des chevaux français? Non, ça dépend. C'est assez variable en fait. Mais oui, il y a de plus en plus des chevaux étrangers. Ouais, c'est sûr. Ouais. Alors tu m'as dit que tu aurais peut-être envie de revoyager un jour. Ouais. C'est quoi un petit peu le rêve ultime pour le temps d'après? Qu'est-ce que tu as envie de voir en particulier? J'ai pas de destination en particulier, mais c'est vrai qu'avant d'avoir ma jument, j'avais plus de temps. Et du coup, je voyageais beaucoup en Europe. D'accord. Et c'est une phase que j'ai adorée. Aujourd'hui, j'ai plus assez de temps et puis j'ai plus assez de sous parce que clairement. Oui, c'est quand même le nerf de la guerre. Exactement. Mais je pense quand il y aura moins de chevaux dans ma vie, on sait pas quand. Exactement. Mais ça me manque pas, mais je sais que j'y reviendrai. Ça c'est sûr. C'est sûr. C'est riche aussi de pouvoir voyager. Oui. Ouais. Mais toujours dans une optique de. Moi, ce que j'aime dans le voyage, alors c'est voir des choses, découvrir des choses, mais c'est aussi rencontrer des gens. Et je pense que les gens, c'est un moteur de ma vie. C'est vrai. Tu as fait des on va dire des petites expéditions en sac à dos où tu vas, un peu. Et en plus, ma fille, elle était toute petite. Hein. Ouais. J'ai fait des trucs. Je me dis a posteriori, quand même. T'es partie toute seule. Alors c'était pas des destinations risquées, voilà. Mais oui, j'organise. En plus, j'avais quand même une espèce de poids, c'est que on perdait ma valise dans l'avion, donc j'ai fait plusieurs jours sans valise dans certaines destinations. Avec un enfant bas âge, oui, c'est vrai que c'est voilà. Mais comme tu travailles ton adaptabilité, finalement. Exactement. Il y a toujours des solutions. Et puis je crois que c'est des bonnes leçons de vie aussi à transmettre à ses enfants. C'est pas le matériel, c'est pas important. Quel type de ville tu as apprécié le plus dans tes petites pérégrinations européennes? J'ai adoré les Açores. Ouais. Les Açores, c'est génial. D'accord. Il faut y aller, c'est canon. J'ai adoré la Slovénie. Ouais. La Slovénie, c'est un super pays. Les gens, ils ont une mentalité incroyable. Enfin, ils finissent de travailler le vendredi en fin de matinée parce que le vendredi après-midi et le week-end, on va faire du sport en nature, quoi. Enfin, ça, c'est un truc. C'est très ancré en Slovénie et tout le monde fait ça. J'ai bien aimé le Monténégro aussi. C'est mes petites destinations plus méconnues mais typiques. Oui, c'est ça. Et qui ont bien correspondu à tes aspirations. Ouais, quand je voyage, j'aime bien qu'il n'y ait pas trop de monde. Le côté un peu authentique et pas non plus c'est ça. Le top 3 de TripAdvisor, quoi. Exactement. Ça va, il y a encore tellement de belles choses que je suis pas inquiète, tu trouveras forcément des choses comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'anime tous les matins quand tu montes dans ta voiture? Est-ce que tu as une maxime ou un petit mantra, soit que tu te répètes, soit qui t'accompagne,
Ou non, en fait, c'est juste la joie de se lever en se disant ça va être une chouette journée. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que j'avance dans l'âge, je suis en bonne santé, je peux faire tout ce que je veux. C'est vrai, hein. Ah oui, C'est une chance. C'est un luxe ou une chance, oui, c'est vrai. Mais c'est une chance. En tout cas, c'est une chance. Je suis très bien entourée. Ouais, enfin, je crois que c'est ça qui me. Je vais pas dire que j'y réfléchis tous les jours, mais ouais, c'est une journée de plus au compteur où on va pouvoir faire des choses, quoi. Ouais, non, ça c'est chouette. Ouais, c'est la perspective de se dire il y a plein d'heures qui arrivent, comment je vais pouvoir Exactement. les occuper de la meilleure des façons. Ouais, c'est ça. Et puis je crois que, enfin, j'espère que je serai en bonne santé encore longtemps pour continuer de vivre comme ça. Je sais pas si j'y arriverai. Je sais pas si dans 20 ans je ferai toujours ce que je fais aujourd'hui, peut-être pas. Je pense qu'il y aura toujours si un jour j'ai plus de passion, ce sera grave, hein, pour moi. Je suis pas sûre que ça arrive parce que Non, comme je tu as l'air crois d'être quelqu'un de très passionné, de toute façon, tu trouveras forcément des domaines dans lesquels exprimer cette envie et ces réalisations. Mais ouais, le fait de pouvoir être dehors, pour moi, c'est important. Est-ce qu'il y a des rencontres un peu particulières qui ont jalonné ta carrière ou qui t'ont marqué, à part le vétérinaire que tu as rencontré, bien sûr, assez tôt dans ta vie, qui a quand même imprégné ton cursus? Est-ce qu'il y a d'autres rencontres que tu as fait ou qui t'ont particulièrement inspiré? Comme ça, c'est pas des rencontres particulières, c'est des rencontres, des petites rencontres de tous les jours, en fait. C'est de rentrer dans la vie des gens, parce que moi, je vais chez eux. Je connais leurs enfants qui grandissent. Et certains connaissent la tienne. Donc finalement, c'est un grand partage. C'est ça. C'est ces petites rencontres-là qui qui nous font nous rendre compte que la vie c'est quelque chose de précieux, qu'il faut la vivre à fond, qu'il faut aider les autres. Enfin, pour moi c'est tellement évident, mais ouais, c'est leurs histoires, c'est ce qu'ils nous partagent, enfin parfois parfois il y a des clients qui décèdent. Enfin, je veux dire, c'est des gens qu'on a côtoyés et ça fait toujours quelque chose, quoi. Ou quand leur animal décède, d'être là pour les soutenir et on a fait partie. Nos vies, elles sont imbriquées, en fait. Elles sont imbriquées. Et toutes ces petites rencontres-là, ouais, ça me forge quelque part, je pense. Ça fait partie aussi, ça fait partie de moi. Est-ce que tu as l'impression que, tout à l'heure on parlait des jeunes vétos que tu trouvais un peu plus aguerris, plus équipés, plus formés, est-ce que, parce qu'on parle souvent de cette génération-là, la génération Z, ou peut-être d'une difficulté de compréhension ou de conciliation entre les générations précédentes, ou peut-être une différence de vision de notre métier, peut-être? Est-ce que toi tu le ressens? Est-ce que tu as l'impression que les jeunes ont une vision différente de notre métier ou des aspirations différentes, ou est-ce que quand même tu penses que c'est réconciliable et que c'est aussi une question de transmission ou de compromis pour que chacun puisse trouver sa place? Oui, je pense que c'est une question de compromis, parce que il faut pas non plus être tout le temps la tête dans le guidon, même si moi je le suis beaucoup. C'est aussi c'est aussi important de se dire là en fait non, ce week-end-là je peux vraiment pas bosser parce que j'amène ma fille en compétition de voltige, et de même si c'est encore avec des chevaux, ça reste du perso. Exactement. Et une bulle d'oxygène, c'est ton choix, mais exactement, par contre, c'est mon choix, c'est faut qu'il le respecte. Exactement. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Et justement, je pense que cette génération-là, c'est très bien que elle soit très attachée à ça. Je pense qu'on ne peut pas, dans le métier de vétérinaire équin, être trop attaché au fait que on bosse 35 heures et que quand c'est l'heure, c'est pas possible. Enfin, c'est pas compatible avec notre profession, je pense. Mais par contre, c'est très important de fixer des limites, de s'y tenir. Parfois, on empiète un peu sur ces limites, mais c'est hyper important. Moi, je pense que c'est une question de compromis. C'est une question de compromis. Et
je l'ai un peu. Alors, quand j'ai des stagiaires plus jeunes, véto, À l'école, ou ouais, qui sont à voilà, l'école. ou des stagiaires de troisième ou de lycée, je me dis toujours, j'espère que je vais pas les dégoûter du truc, quoi. Parce que effectivement, c'est quelque chose de générationnel de dire, ok, bon, le travail reste au travail, et ensuite il y a le reste de la vie, et cette vie-là, elle est très importante. Donc je me dis à chaque fois, j'espère que je les pousse pas vers d'autres choses, en se disant non, mais en fait ce métier-là, c'est pas du tout compatible avec ça. Après, comme tu le dis très justement, je pense qu'il y a, quand on l'exprime assez tôt, la volonté de maintenir un équilibre pro-perso, ça peut pas être complètement incompatible. C'est sûr que dire on va faire du 9h, 16h, 3 jours par semaine, il y a peu de cliniques et king qui seront intéressés, parce que c'est pas possible, ça va pas avec le quotidien. Mais par contre, d'être capable de se dire, bah voilà, quand je suis d'astreinte, je suis d'astreinte, mais quand je suis pas là, je suis pas là, ou des choses comme ça, si on l'exprime assez clairement et que tout le monde est OK, ça a l'air de bien fonctionner. C'est votre cas. Ça fonctionne très bien quand parce que vous avez pas un très gros turnover, hein. Je crois que les gens sont assez fidèles dans ta structure. Il y a pas que toi. Non. Il y a les gens qui travaillent sont souvent des personnes qui sont là depuis longtemps, ou qui restent longtemps, hein. On a Hélène Bourguignon qui est venue au micro de Marine il y a pas très longtemps, et qui disait justement que pour avoir eu des interactions, etc., et une de ses associées qui est encore chez vous, c'est réellement un esprit familial, ou en tout cas de travail, qui est partagé par beaucoup des membres de ta structure. C'est pas comme s'il y a que toi qui se ressent ça. C'est que c'est réellement une réussite, en tout cas sur ce point de vue-là, parce que beaucoup des gens qui travaillent là-bas le ressentent comme tel et restent. Oui, c'est ça. On peut décider, par exemple, du nombre de jours qu'on travaille dans l'année. Hein, c'est pas un sujet. C'est-à-dire que c'est une info. Ouais, voilà, je dis, je vais bosser 100 jours. Ça, ouais, non, peut-être pas 100 jours, mais en tout cas, il y a pas de, c'est pas un sujet. Chacun peut travailler au rythme qu'il souhaite. On s'organise dans les plannings. Enfin, tout s'organise, quoi. Et ouais, je pense que c'est compatible, et si je peux faire passer ce message-là à la jeune génération. Exactement, parce que clairement c'est difficile de trouver des jeunes collaborateurs sur le terrain qui ont envie de faire ça. Hein. C'est beaucoup. Hein. Enfin, on travaille beaucoup. Faut pas dire le contraire. Et puis je te pose la question, mais sur la quinzaine de vétérinaires que vous êtes, on sait que dans les écoles véto, il y a 3/4 des étudiants qui sont des filles. Donc après, peut-être aussi, il y a la problématique de se dire, est-ce que le planning est compatible avec la vie de maman, etc. Sur les 15 vétos, il y a combien de femmes chez vous? Beaucoup. Voilà. Je crois que des hommes, en fait, il y en a... on est plus de filles, hein. Donc je suis en train de compter Christophe, Anthony, François, Maxime, Antoine, ils sont 5. Voilà, donc finalement il y a 2/3 qui est à peu près un petit peu inférieur à la proportion de filles qui étudient, mais en final c'est complètement possible, c'est compatible, il suffit juste de le faire correctement. Exactement. Et en plus on a toutes des enfants, hein, quasiment, donc bon, après, tout le monde n'a peut-être pas et les pompiers et les compètes et tout ça, mais c'est possible, avec des aménagements différents les unes les autres. Exactement. Ça, c'est super. Ouais. Super. Est-ce qu'il y a un sujet ou une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose, ou un sujet dont tu voulais nous parler et que j'ai pas abordé? Non, je crois pas. Ouais. Bon, en même temps, tu as une activité qui est tellement riche et tellement intense. Alors, super. Pour finir, je te propose un petit questionnaire veto taquet, ce qui devrait te convenir parfaitement. Le principe, c'est de répondre du tac au tac. D'accord. Voilà, il n'y a pas de mauvaise réponse. Est-ce qu'il y a un animal qui a marqué ton enfance? Un animal qui a marqué mon enfance. Ouais, il y a ça m'avait rendue malheureuse. Une chouette qui était tombée dans le conduit de cheminée de mes grands-parents. D'accord. Et elle s'était fracassée, je l'avais récupérée, j'avais essayé de la soigner, elle était morte le lendemain. Ça m'avait brisé le cœur. Ta plus grande fierté en tant que véto? Ma plus grande fierté en tant que véto? On en a déjà eu 2 quand même, hein, mais... c'est dur. Elle est dure, cette question. Je crois... de continuer de donner la même importance
au petit Shetland de 25 ans fourbu, qui est dans le jardin d'une petite dame ou d'un petit monsieur, que les chevaux des Jeux Olympiques. Très joli. L'espèce que tu aimerais soigner mais que tu n'as jamais approchée. Bon, on a compris que ce ne sera pas les serpents venimeux, mais... Alors, j'ai essayé une fois de suturer un zèbre dans un cirque. Ouais. C'est très méchant, un zèbre. C'est très dur. J'ai eu aussi la chance d'intervenir sur un zèbre qui n'était pas très très bien anesthésié. Je m'en souviens encore. Donc j'aimerais bien m'attacher à étudier un peu plus le comportement du zèbre pour pouvoir au moins lui faire une IV et le sédater. Le patient le plus surprenant que tu as eu à soigner? Ah, je suis sûre que je vais répondre à un truc et après, dans 1 heure, je vais dire non, mais pourquoi tu vas parler de celui-ci? Je le mettrai dans le synopsis. Le plus surprenant, je les ai pas vraiment soignés. Enfin, si, j'ai participé à une échographie, mais on a un parc animalier pas très loin de la clinique, qui est le parc des félins. Ouais. Lumini. Exactement. Et en fait, il y a un vétérinaire sur place, qui n'est pas équipé d'imagerie. Donc, parfois, il fait appel à nous pour qu'on vienne avec du matériel d'imagerie. Et lui, il les anesthésie. Et puis, on est loin des chevaux, oui. Voilà. Donc, c'est très, très loin. Mais alors, à chaque fois, c'est incroyable. Et alors, c'était panthère, tigre ou... C'était des lionnes. C'était des lionnes. C'était des lionnes. Et puis, dans les entraînements qu'on fait avec les pompiers, il y a un des vétos qui avait veto dans un autre parc animalier aussi, le zoo d'Ati. Et puis la dernière fois qu'on est allé chez lui, il a dit si vous voulez, on essaie d'attraper les crocodiles. J'ai dit non, on n'attrape pas les crocodiles. Donc bon, c'était les lionnes, c'est bien. C'est bien. Ton super pouvoir pour simplifier une de tes journées sur le terrain. Mon super pouvoir. Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Un hélico. Ça va. Ah ouais. Ah non, mais alors un hélico? Je pense qu'on peut. L'hélico, c'est un rêve. Franchement, je pense qu'un jour j'y arriverai. C'est un rêve depuis très longtemps. Si je pouvais me déplacer en hélico, je ferais plus de choses dans la journée. Et puis j'aimerais tellement développer des trucs d'hélico avec les chevaux de sauvetage. Ah ouais, ça, l'hélico. Ok, super. L'hélico. Et à la fin d'une longue journée, est-ce que t'es plutôt fond à volonté plateau télé ou quand même balade au licol en grand air? Non, fond à volonté. Ah, quand même. Ouais. À un moment, tu te poses? Ouais, je pose et puis la télé me regarde. C'est une belle façon de voir. En tout cas, un grand merci, Julie, pour cet échange. Merci. C'était super. Si certains de nos auditeurs veulent te joindre, ou te contacter, comment ils peuvent le faire? Est-ce que c'est sur le mail de la clinique? Est-ce que tu as un LinkedIn actif? Est-ce qu'il y a un moyen pour lequel, ou est-ce qu'il y a des choses que tu ne regardes pas du tout? Non, alors LinkedIn, c'est comme l'IA, je ne connais pas. D'accord. Je suis de la vieille école. Mais oui, on peut me contacter par mail. Mon mail, c'est dr.juliegage, tout attaché, @gmail.com. Okay. On peut me contacter à la clinique. On peut appeler à la clinique, le message me sera transmis. On peut me contacter via Messenger sur Facebook. C'est parfait. Voilà. Ça c'est très bien. Tous les moyens sont bons. C'est impeccable parce que ça aura peut-être suscité des questions et ou des vocations avec la richesse du parcours que tu as partagé. Et donc, on ne manquera pas de transmettre tout ça. On vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de journée en fonction du moment à laquelle vous écoutez ce podcast. Et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup, Julie. Merci, Annabelle. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues. Abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.